direction désormais Amiens et l'ancienne usine Whirlpool qui, donc on l'a appris hier, ne reprendra que 44 salariés sur 138 qui seront licenciés. On est avec Maître Fiodor Rilov. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio d'RMC. Vous êtes avocat des ex-salariés désormais de Whirlpool, qui étaient ensuite des salariés Ageco et puis désormais Ageco avec 44 salariés. D'abord, dans quel état d'esprit sont tous ces salariés ? Écoutez, c'est surtout la colère qui règne aujourd'hui parmi les salariés ex-Whirlpool, devenus employés de WN et qui ont le sentiment d'avoir été enfarinés. Vous savez, il y a 12 mois, on leur a promis qu'un miracle industriel allait se produire. Que dans ce bassin d'emploi qui est sinistré, il y a des dizaines d'usines qui ont fermé, tout d'un coup, un repreneur allait arriver avec le soutien de l'État, avec le soutien du président de la République en réalité. Quand vous dites on leur a promis une véritable révolution industrielle pratiquement qui allait leur permettre de sortir de ce moment-là, ce on, c'est pas n'importe qui, c'est Emmanuel Macron. C'est devenu un dossier emblématique. Emmanuel Macron, il vient d'Amiens, il s'est déplacé à l'usine Whirlpool dans l'entre-deux tours de la présidentielle de 2017. Et pour autant, eh bien, le miracle n'est pas arrivé. Non seulement il n'est pas arrivé, mais les salariés ont aujourd'hui la conviction qu'on les a manipulés. Parce que, vous venez de le rappeler, M. Macron est venu à 2 reprises. Il était, on va dire, le premier fan, aficionados de M. Decailleux, le repreneur, donc le dirigeant de cette entreprise. Qui allait WN, sauver l'usine Whirlpool. Et à chaque visite de M. Macron, on demandait aux salariés de faire semblant de travailler. Une sorte de village Potemkin. Absolument. Il n'y avait pas d'activité. Il n'y avait pas d'activité. Moi, j'en suis un témoin privilégié parce que depuis le début, je disais aux salariés, faisons très attention parce que nous n'avons pas réussi à obtenir une copie du plan d'affaires, du projet industriel. Dès le départ, les salariés souhaitaient qu'on leur donne au moins un résumé de ce que M. Decailleux voulait mettre en œuvre, de son projet. Ils n'ont jamais réussi à obtenir cela. Et dès les premières semaines, on voyait bien qu'il n'y avait pas, ne serait-ce que l'amorce d'une production à l'intérieur de cette usine. Mais ça veut dire que c'était un grand bluff de la part d'Emmanuel Macron ? Eh bien, c'est ça qu'on veut savoir. Parce que on ne pouvait pas imaginer, les salariés ne pouvaient pas imaginer, que le président de la République viendrait apporter un soutien aussi clair, net, sans réserve, à cette reprise, sans qu'il y ait un projet derrière. Et donc, pendant qu'ils ne faisaient rien à l'intérieur de l'usine, pendant qu'ils attendaient qu'on leur donne du travail, ils restaient quand même confiants parce qu'on leur expliquait, les pouvoirs publics, le chef de l'État leur expliquait que quelque chose de miraculeux allait arriver. Bon. 12 mois après, c'est la catastrophe. Tout le monde est... Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 12 mois ? Parce que vous nous dites que quand il y avait l'arrivée du président, en quelque sorte, on montrait une sorte de propagande, en tout cas on faisait semblant qu'on travaillait, que tout allait bien. Mais ensuite, quand il repartait, qu'est-ce qui se passait ? Rien non plus. C'est-à-dire pendant 1 an, il n'y a pas eu véritablement de travail dans cette usine ? Exactement. Pendant 1 an, non seulement il n'y a pas eu véritablement de travail, mais c'était en quelque sorte une usine fantôme. Jamais rien n'a été produit de façon sérieuse à l'intérieur de cette usine. On a fait quelques cages d'ascenseurs, quelques casiers frigorifiques. On a prétendu qu'on allait produire des voitures électriques. On n'a jamais vu une voiture électrique confectionnée à l'intérieur de cette usine. Les salariés étaient, pour la plupart, en formation. S'ils n'étaient pas en formation, on leur demandait de rester chez eux. Et puis, ce qu'ils faisaient sur le site, souvent, c'était tondre la pelouse. Alors, franchement, c'est absolument consternant. On a l'impression qu'il s'agit d'un récit de Shadok. Moi-même, qui réunissais les salariés assez régulièrement pendant cette période de 12 mois, je n'en croyais pas mes oreilles quand ils me racontaient cela. Et moi, j'étais extrêmement partisan pour qu'on dénonce cette situation. Et les salariés me disaient non, il faut surtout pas parce que on nous explique que si nous disons la vérité à l'extérieur, si nous disons la vérité à l'extérieur, alors ça fera capoter le formidable projet industriel qui n'a jamais vu le jour. À l'inverse, est-ce que le président avait un autre choix ? Y avait-il d'autres repreneurs possibles ? Y avait-il d'autres perspectives ? Est-ce qu'il y a un moment où il ne s'est pas lui-même aussi accroché à ce qui lui apparaissait comme la seule perspective envisageable ? Non, écoutez, soyez sérieux. D'abord, il y a un protagoniste dont on n'a pas parlé et qui est fondamental et qui, à mon avis, est le chef d'orchestre, c'est Whirlpool. Whirlpool était confronté à un conflit social extrêmement dur
et légitimement dur, puisque les salariés souhaitaient empêcher la fermeture de l'activité Whirlpool dans cette même usine. Une fermeture qui ne se justifiait évidemment pas, puisque Whirlpool faisait des bénéfices et continue à faire des bénéfices énormes. Bon. Cette bataille sociale a eu lieu pendant l'élection présidentielle. Vous l'avez suivi. Monsieur Macron est venu sur le site d'Amiens. Marine Le Pen également. De il y a eu ce chassé-croisé dialogue avec Marine Le Pen, etc. Bon. Et donc, il y a eu un focus énorme sur la résistance des Whirlpool, qui est devenue emblématique. Et Whirlpool s'est débarrassé de ce conflit en transférant l'activité, enfin prétendu transfert, puisqu'il n'y a jamais eu réel plan d'activité par la suite, à WN, à M. de Cailleux. Et tout d'un coup, Whirlpool a pu se mettre à l'extérieur du conflit. et délocaliser la production. Voilà, donc il y a un énorme profit pour Whirlpool, qui a financé l'opération, qui a donné des millions d'euros à M. de Cailleux, à WN, des millions d'euros qui ont été dépensés dans des directions. Et vous demandez sans doute de savoir ce que sont devenus ces euros. Oui, on se demande ça, et en même temps on se demande, et ça reprend la question que vous posiez, comment M. Macron a pu venir avec une telle insistance sur le site, apporter son soutien à la reprise sans se demander quel était le projet, sans recevoir une copie du plan industriel et sans examiner comment l'argent des millions d'euros donnés aussi par le contribuable serait parce que utilisé, les pouvoirs et est-ce publics qu'ils ont allaient été développer utilisés. des Tout ça, on va faire la lumière. Vous savez, on a des actions en cours. On demande par exemple au tribunal de Amiens de condamner WN et Whirlpool à nous communiquer les correspondances avec l'Élysée. Parce qu'il y a forcément eu des échanges de préparation de ces visites tonitruantes. Est-ce qu'il y a eu une forme de complicité dans le fait de masquer C'est assez probable en vérité. Parce que, dernière chose, vous savez, dans ces opérations, la plupart du temps, il y a une énorme communication au moment de la reprise, alors que tout le monde sait en vérité que ça va s'effondrer quelques mois plus tard. Et lorsque ça s'effondre, plus personne n'est là. Là, pour la première fois, et c'est malchance pour M. Macron, il y a effectivement un tout petit peu d'attention au moment où la catastrophe se produit. Merci.